Cette vidéo a pour but de répondre à la question suivante: la culture politique est-elle la même à Paris, New York et Berlin? La question plus générale qui est derrière, c'est: la culture politique est-elle identique dans tous les pays? Alors, si je devais répondre en un mot à cette question, évidemment, et vous vous en doutez, la réponse est non. Alors maintenant, mais tout de suite derrière, c'est pourquoi. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Ça déclenche tout de suite une question: pourquoi? Pourquoi peut-on dire que finalement, ce n'est pas vrai que les cultures politiques sont identiques d'un pays à l'autre? Alors on peut avancer trois grandes raisons. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est les trois principales. Une première raison, c'est la différence d'institutions politiques. Si je reprends mes trois pays, l'Allemagne, la France et les États-Unis, je vais vous montrer que leurs institutions sont différentes, ce qui va produire des effets sur la culture politique. Ensuite, on va voir qu'il y a des différences d'acteurs politiques, notamment des différences, on verra, dans le système des partis. Et enfin, et ça aussi c'est très important, les différences d'expérience historique. Ces pays ont traversé évidemment des histoires assez différentes et ça structure leur champ politique, les habitudes, les comportements, les opinions politiques dans ces pays. Alors, on va commencer par les différences institutionnelles. On va commencer par le premier point: les différences institutionnelles. Alors, la première différence institutionnelle qui est considérable, c'est que ces trois pays, par exemple, n'ont pas le même régime politique. Si on prend les USA, ils ont un régime présidentiel. Et un régime présidentiel, c'est assez particulier. On a une forte séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. La séparation est très forte. L'Allemagne, elle, est un régime parlementaire, donc un régime assez différent, puisque là, au contraire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont beaucoup plus liés. Par exemple, Angela Merkel, qui est la chancelière allemande actuelle, elle est issue de la majorité du Parlement. Alors que si on prend aux États-Unis, Donald Trump n'est pas du tout nommé parce qu'il a gagné les élections législatives, il est nommé parce qu'il a été élu par le peuple américain. Il a donc une légitimité très forte. Et si on prend le régime français, c'est un régime mixte, qui est à la fois présidentiel et parlementaire. Il mélange les deux, on va dire, des caractéristiques des deux systèmes. Donc, c'est quand même important que quand des pays ont des régimes politiques différents, présidentiels, parlementaires et mixtes, on se doute bien que ça va produire des effets. On pourrait prendre plein d'exemples, mais si on prend l'exemple par exemple du président, eh bien en France, il va être élu par la population, mais également aux États-Unis. Donc le président dans ces deux pays va avoir un statut très élevé. À l'inverse, en Allemagne, c'est une élection au suffrage universel indirect qui désigne le président. Ce qui fait que le président allemand, très peu de gens le connaissent de façon symbolique, alors que les présidents français et américains sont connus dans le monde entier. Je peux prendre encore un autre exemple, c'est que les USA ont eu un seul régime politique depuis qu'ils ont été créés. Ils ont toujours la même constitution. Alors que l'Allemagne et surtout la France a connu de multiples régimes. On a connu 5 républiques, mais également un empire, etc. Donc on a des expériences politiques, de régimes politiques très différentes. Donc voilà, c'est des éléments qui vont contribuer au fait que les cultures politiques, les cadres politiques, les contextes politiques vont être assez différents. Deuxième différence institutionnelle, ces pays ont une organisation territoriale différente. En effet, si on prend les USA et l'Allemagne, ils vont avoir une organisation différente de la France, c'est-à-dire que ce sont des pays fédéraux. Alors ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'il y a un État fédéral, mais après on a des États régionaux, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, et ces États ont un pouvoir important. L'État fédéral n'a qu'un pouvoir subsidiaire. Alors que si on prend la France est très centralisée, on a Paris, et en fait, toutes les décisions qui sont prises par l'État central vont s'appliquer sur tout le territoire. Il y a une forte centralisation du pouvoir. Les régions ont un pouvoir très limité, alors que ce n'est pas du tout le cas en Allemagne et encore moins aux États-Unis. Et c'est vraiment important de le comprendre parce que ça crée des cultures politiques, pour le coup aussi assez différentes, notamment aux États-Unis, où pour l'électeur du centre des États-Unis, l'État fédéral est quelque chose de très éloigné de lui.
Bon, après, c'est lié à la taille des États-Unis, hein, qui est un pays immense. Mais c'est vrai que l'État, je dirais, régional est beaucoup plus important pour les gens que l'État central, l'État fédéral. Hein, quand on est en Californie, on ne vit pas du tout dans le même environnement que quand on vit au centre des États-Unis. Les cultures politiques vont être locales aussi et liées aux différents États. Donc c'est une deuxième différence structurelle importante et institutionnelle. Troisième différence, ces pays ont historiquement souvent des modes de scrutin différents. Exemple, j'ai expliqué tout à l'heure que le président était élu en France comme aux États-Unis, mais il ne va pas être élu de la même façon. Hein. Aux États-Unis, en fait, on va retrouver justement l'impact fédéral, c'est-à-dire dans chaque État, le citoyen américain va voter pour une liste de grands électeurs. Et ce sont ensuite ces grands électeurs qui vont voter pour le président américain. Donc en fait, on a le citoyen américain qui vote pour les grands électeurs qui eux-mêmes votent pour le président. Donc c'est un suffrage universel indirect. Hein, et c'est un mode de scrutin qui est très particulier pour un Français, puisqu'il peut conduire au fait que un candidat, c'est le cas de Trump, hein, Trump avait moins de voix que Hillary Clinton, si on raisonne en termes de citoyens, de vote des citoyens. Mais comme c'est les grands électeurs qui désignent le président, Trump avait plus de grands électeurs que Clinton. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il a été élu. Bon, bah là, typiquement, c'est un élément de la culture politique américaine qui est lié à leur structure fédérale et qui est lié à leur constitution qui est la même depuis 2 siècles. Et que pour un Français, c'est très difficile à comprendre qu'un président puisse être élu alors qu'il fait moins de voix que son adversaire. Hein, en France, on va avoir un président qui va être élu directement hein, par tous les citoyens sans intermédiaire. Voilà, bon, si on prend l'exemple du président allemand, bah, lui, il est élu au suffrage universel indirect hein, par le Parlement. Donc c'est encore un autre système. Mais encore une différence, hein, si tout d'un coup là j'y pense, si on prend les députés américains, hein, qu'on appelle la Chambre des représentants, les représentants, par exemple, ils ont un mandat de 2 ans. Alors qu'en France, un député a un mandat de 5 ans. Donc on voit bien que là aussi, c'est très important dans la culture politique, parce que ça veut dire qu'aux États-Unis, on va avoir des élections en permanence. C'est-à-dire que les gens qui sont élus, le député qui est élu pour un mandat de 2 ans, il est pratiquement en campagne permanente s'il veut être réélu. Ce qui va donc créer un certain type de vie politique et donc de culture politique. Deuxième source de différence dans les cultures politiques, les différences d'acteurs politiques. Alors, ces pays vont avoir des systèmes de partis différents. Si là, on peut faire une opposition entre les USA et la France. Notamment parce qu'aux USA, on a quelque chose de très particulier. On a ce qu'on appelle un bipartisme, et c'est un bipartisme strict. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 partis. Hein. Donc, il y a le parti démocrate, donc qui est le parti, on va dire, de gauche, hein, si on ramène ça à notre façon de voir, et il y a le parti républicain. Et en fait, c'est ces 2 partis qui font la vie politique aux États-Unis. Il n'y a pas de troisième parti. Ce qui fait que c'est très particulier. Alors que si on prend la France et l'Allemagne, hein, on a un multipartisme. C'est-à-dire que même si on a eu pendant longtemps un clivage droite-gauche assez fort, même la droite et la gauche étaient composées de plusieurs partis. Et aujourd'hui, avec l'émergence notamment du mouvement écologiste, ou alors d'un mouvement comme celui de la République en marche, qui est plutôt a priori centriste, on voit que le multipartisme est très fort. Donc l'électeur français a le choix entre différents partis, mais c'est la même chose pour l'électeur allemand. Alors qu'aux États-Unis, quand vous allez voter aux élections législatives, vous n'avez que 2 partis. Ce qui explique sans doute d'ailleurs leur très fort taux d'abstention, hein, puisque presque la moitié des électeurs ne votent pas aux États-Unis. En plus, ils ont un très fort taux de non-inscription sur les listes électorales également. Donc au final, hein, le président américain est finalement élu par une partie assez faible de la population. Alors on peut se demander pourquoi il n'y a pas un troisième parti. C'est très compliqué parce qu'en fait les élections américaines se jouent énormément. Il faut des moyens financiers considérables. Hein. Il faut vraiment beaucoup d'argent.
Et le problème, c'est que ça coûte tellement cher qu'un troisième parti peut difficilement émerger. Et ensuite, il faut qu'il se positionne de façon à être un concurrent crédible. Et là, c'est compliqué puisque les deux camps, je dirais, s'affrontent et se rapprochent souvent pour essayer d'attirer tous les électeurs. Alors, toujours concernant la question des acteurs politiques, ces pays ont fait émerger des personnalités politiques très différentes. Si on prend en France, par exemple, je sais pas, quelqu'un comme De Gaulle, comme François Mitterrand, et, comme Léon Blum, enfin peu importe, on a des figures politiques qui vont structurer le champ politique et ça fait partie de la culture politique. En Allemagne, on va avoir Willy Brandt, par exemple, comme chancelier. On a eu Helmut Kohl, même Angela Merkel, qui est au pouvoir depuis pas mal d'années. Ces personnalités politiques qui vont exercer le pouvoir vont marquer considérablement leur pays et leur culture politique. Car ces effets de personnalité vont produire un rapport à la politique différent. Et c'est la même chose pour les États-Unis. Si on prend, je sais pas, JFK, si on prend Reagan, il y a eu des présidents qui ont été très marquants. Et donc ça va aussi produire des effets. Notamment, on a tendance à se référer à des personnalités politiques passées pour définir, pour construire les personnalités politiques présentes. Ça va servir de référence. En France, par exemple, Mendès France a été une inspiration pour beaucoup d'hommes politiques de gauche, comme Michel Rocard, par exemple, dans les années 70-80. Et autre chose, c'est que les systèmes politiques de ces pays, la façon dont la politique est envisagée, peut conduire à faire émerger des personnalités assez particulières. Et là, l'exemple récent, c'est évidemment c'est celui de Trump. Le système politique américain a fait émerger quelqu'un comme Trump. On imagine peu, au moins pour l'instant, un Trump gagner en Allemagne ou en France des élections présidentielles. Mais voilà. Donc, on voit que les acteurs politiques, que ce soit les partis ou les personnalités, vont être différentes et ça va produire des effets sur la culture politique. Enfin, troisième point qui peut expliquer que les cultures politiques sont différentes, c'est que ces pays vont vivre des expériences historiques vraiment variées et qui vont les marquer durablement. Alors, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a vécu des moments historiques vraiment marquants. Si on prend l'exemple évidemment hitlérien, c'est évident que ça va laisser une trace durable sur l'histoire politique de ce pays. On a également, après la Seconde Guerre mondiale, la division, avec d'un côté la RFA qui est rattachée au bloc occidental et de l'autre côté la RDA qui est rattachée au bloc soviétique. Donc vous avez un pays qui est carrément coupé en deux. Donc ça, c'est des expériences politiques hyper marquantes pour une population. Et puis, inversement, à partir de la fin de l'année 1989, on va avoir la réunification, qui là aussi va être une expérience politique très particulière, qui va faire qu'il ne va rester que la République fédérale d'Allemagne. Et les pays ayant été séparés pendant plus de 40 ans. Donc c'est quelque chose de très particulier. Alors je prends ces exemples parce qu'ils sont marquants, mais évidemment dans l'histoire de l'Allemagne, on pourra en trouver d'autres, notamment la fameuse crise économique des années 20, où ils vont connaître un épisode d'hyperinflation. On sait que c'est un impact très très fort sur les politiques monétaires actuelles en Allemagne encore aujourd'hui. Si on prend les USA, là aussi on va trouver des événements historiques très très marquants, notamment la guerre de sécession. La guerre de sécession, c'est une guerre qui a vraiment fortement marqué les États-Unis et leur construction, avec une opposition nord-sud très forte. Et derrière, d'ailleurs, on peut prendre d'autres événements qui sont liés à celui-ci, l'esclavage. L'esclavage des Afro-Américains est évidemment un élément structurant de l'histoire de ce pays. Et on ne retrouve pas des choses de même nature en France et en Allemagne. Il va y avoir après tout ce qui est la politique de ségrégation qui va succéder à l'esclavage et qui laisse des traces jusqu'à aujourd'hui dans les rapports entre la communauté blanche et la communauté afro-américaine. On va avoir le macartisme pendant la guerre froide, qui va être un épisode particulier.
Donc la guerre froide va marquer les États-Unis sous plein d'angles, etc. Donc on voit bien que l'effondrement de l'Union soviétique aussi, à la fin de la guerre froide, va produire des effets, puisque les USA vont se retrouver un peu l'acteur dominant, hein, ce qui produit des effets après sur leur politique. Ça va les conduire à être un peu, sans doute, plus, comment dire, entreprenants, d'où l'invasion de l'Irak, hein, par exemple, hein, qui va s'avérer un échec considérable. Voilà, donc on voit que dans ces trois pays, enfin ces deux pays, pardon, l'Allemagne et les USA, l'histoire marque considérablement leur vie politique. Et enfin, pour terminer, la France, la France, ça va être la même chose, hein. On a 1789, on a la Révolution française, hein, qui est un élément politique marquant pour la France et pour le reste du monde, hein. Elle est souvent donnée en référence, et c'est quelque chose d'hyper structurant de la vie politique française. On va avoir l'Empire, on va avoir évidemment les différentes républiques, on va avoir des événements quand même très importants comme la colonisation. La colonisation qui est quand même quelque chose d'assez particulier et qui va structurer là aussi à nouveau notre vie politique et notre culture politique. Ensuite, il va y avoir la décolonisation. Donc on voit que on va avoir aussi le régime de Vichy en France, qui est quand même une parenthèse très importante et qui marque durablement la vie politique française. Donc on voit finalement, quel que soit le pays qu'on prend, on va retrouver des différences historiques marquantes. Donc voilà, au final, si je récapitule rapidement, on peut dire que les différences de culture politique peuvent s'expliquer par des différences d'institutions, des différences d'acteurs et des différences d'expériences historiques. Et on va retrouver ça dans tous les pays du monde.